Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Nous célébrons aujourd'hui le grand retour du Club de la Presse. Pour l'occasion, Arnaud De Velde, rédacteur en chef de Demoiselles FM, a fait le déplacement depuis Rochefort-sur-Mer. Bonjour Arnaud. Bonjour Jérôme. Le Club de la Presse s'enrichit d'un nouveau membre avec Maurice Bontinck, journaliste à la Charente Libre. Bonjour. Bonjour. Également présent sur ce plateau, Baptiste Bise, journaliste à la Nouvelle République Centre Presse. Bonjour Baptiste. Bonjour. Et quatrième invité de cette émission, Arnaud Varane, journaliste à 7 à Poitiers. Bonjour. L'actualité politique de ces dernières semaines était particulièrement riche. Nous allons commencer avec la dernière séance plénière de la région Nouvelle-Aquitaine lundi dernier. Des séances toujours aussi longues et parfois, il faut bien le dire, pénibles à suivre quand on est journaliste, Baptiste. Pas que pour les journalistes, je pense que c'est pénible pour tous les conseillers régionaux. Il y a quelques représentants de groupes qui s'expriment très très longuement, qui lisent des discours rédigés à l'avance pendant 20-30 minutes. Alors c'est vrai qu'Alain Rousset aime laisser la parole, aime que la parole s'exprime, qu'il y ait du débat. Il coupe jamais la parole, très rarement. Il applique d'ailleurs pas le règlement qu'ils ont adopté en début de législature. Mais le résultat, c'est que ça a fini à minuit moins 20 et que plus personne n'écoute les interventions quand elles sont trop longues. Voilà, il y a un vrai problème, même j'allais dire presque démocratique, parce que finalement, ça n'intéresse plus personne, même quand il y a du public qui vient voir des séances plénières, je vous assure que les gens s'en vont très rapidement, et des confrères aussi doivent partir, parce qu'ils n'auront pas leur papier pour le soir, parce que l'ordre du jour a pris beaucoup de retard, ça arrive beaucoup. Pourquoi ? Alors peut-être aussi parce qu'on essaie de concentrer beaucoup de dossiers sur une journée, et que ça pourrait durer 2 jours. Mais encore une fois, c'est que le président qui mène les débats souhaite que la parole s'exprime, et que pour ça, il est prêt à laisser la parole s'exprimer. Alors qu'à l'Assemblée nationale, Arnaud De Velde, il y a bien une limitation du temps de parole. Voilà, temps de parole limité à 2 minutes, au moins ça permet. Alors c'est peut-être un peu court, 2 minutes, effectivement, à la région, surtout quand on est sur des dossiers, on le verra peut-être, comme l'aéroport de Poitiers, des choses comme ça. Mais effectivement, un temps de parole limité, on pourrait imaginer 5 minutes, par exemple, maximum. Ça me paraîtrait effectivement une bonne chose, parce que là, ça finit par être effectivement lassant. Ok, donc message à Alain Rousset, s'il regarde l'émission, je sais qu'il le regarde, j'en suis persuadé. Faites plus court, je vous en prie. Merci. Plus sérieusement, quel bilan faire de cette séance plénière ? Vous y étiez, Baptiste Bise, pour l'ANR. La priorité de la région, les priorités de la région sont toujours les mêmes. C'est l'innovation, l'accompagnement d'innovation, du développement économique. Ce qu'on a noté, et Arnaud Varane était là aussi, quand Alain Rousset, avant la session, a présenté la campagne d'attractivité de la Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'en plus du modèle économique dont il nous parle depuis des années, il souhaite maintenant développer un modèle social et environnemental, c'est ce qu'il dit. On sent que la petite intervention avec le président de la République en Corrèze il y a quelques semaines l'a marqué. Il a signé une tribune dans Le Monde, vous l'avez vu peut-être aussi cette semaine, dans laquelle il rappelait qu'au lieu d'aider à licencier, il fallait aider les entreprises à recruter. C'est son nouveau propos. Voilà, enfin, c'est quelque chose de très ancien chez lui, mais on sent que ça revient. Il souhaite vraiment mettre le social en avant. Arnaud Varane. Oui, puis c'est vrai qu'il y a une vraie concurrence entre les territoires pour attirer des entreprises, donc des salariés, donc des familles, et créer derrière des infrastructures publiques. On le voit avec cette campagne d'attractivité de la Nouvelle-Aquitaine. On était, comme le disait Baptiste, à Paris. La Roche-sur-Yon a aussi une campagne dans le métro parisien. Oui. Tours a une campagne sur l'aire de vous êtes à moins d'1 heure de Paris et on vous ouvre nos portes et on vous donne la possibilité de développer votre entreprise. Donc il y a une vraie course là-dessus. Il y a un phénomène de saturation qui commence à se faire sentir à Bordeaux. Ça veut dire que Poitiers, Angoulême, par exemple, sont 2 villes qui ont leur chance ? On peut profiter de l'engorgement de Bordeaux en ce moment. On a bien vu aussi avec on l'a vu cette semaine. Oui. Effectivement, Angoulême n'est plus qu'à 2 heures de Paris. C'est pas un secret, l'immobilier est beaucoup moins cher sur Angoulême. Il y a un potentiel d'attractivité évident. Encore faut-il le savoir et le faire savoir. Cette campagne d'attractivité, enfin, moi, elle me pose une question. J'ai toujours pas compris le slogan, l'accroche, la nouvelle vague. Je comprends pas ce que ça veut dire. Jean du Limousin non plus. Je sais pas si ça parle aux Parisiens. Et deuxièmement, je me demande s'il suffit d'afficher dans le métro pour que spontanément des chefs d'entreprise, des porteurs de projets se disent « Ah oui, je vais venir m'intéresser à la Nouvelle-Aquitaine ». Il manque peut-être un petit quelque chose en plus, quoi. Hein. Alors, je sais bien qu'on a une représentation régionale maintenant en plein cœur de Paris, mais j'ai un peu de mal à sentir vraiment comment on peut attirer vraiment les gens. Est-ce que vous avez une solution, vous Un VRP. Ouais. Alain Rousset.
Mais ce n'est pas que les affiches dans le métro. Il y a eu aussi beaucoup de retours presse suite à cette lancement de cette campagne. Il y a aussi des livrets distribués dans la ville. C'est aussi donner l'image d'une région dynamique. Et alors finalement, tout ce qu'il y a eu, tous les papiers dans la presse et sur les télé-radios cette semaine sur Bordeaux saturé et les Bordelais qui jettent des cailloux aux Parisiens très exagérés qu'on a entendu. Ça rappelle que ça venait d'une blague potache. Oui, voilà. Mais ça rappelle que c'est une ville, une métropole très dynamique, une région très dynamique. D'ailleurs, Alain Rousset a profité de la dernière séance pour rappeler qu'il revendiquait 50% au moins de la réussite de la métropole bordelaise. Il estime que c'est les grands projets structurants menés par la région et par lui-même quand il était président de la métropole qui ont conduit à cette situation aujourd'hui. Alors on parle toujours d'un territoire très vaste, la Nouvelle-Aquitaine. On a le sentiment que la démarcation au Conseil régional ne vient pas tant de l'appartenance politique, mais du territoire sur lequel on est élu. La preuve avec le dossier de l'aéroport de Poitiers, où là on a entendu à la fois Alain Claes et Olivier Chartier défendre forcément leur territoire au détriment des autres. Enfin en tout cas mais ça n'a pas réussi, ça n'a pas forcément fonctionné. Sur l'aéroport de Poitiers de manière quand même assez dissonante. On voit bien que les élus n'y vont pas en tir groupé. Bruno Belin se plaint effectivement que la Vienne n'existe pas sur la carte depuis Bordeaux. Alain Claes, subtilement, essaie d'obtenir des choses pour cet aéroport de Poitiers dont il n'a pas forcément fait une priorité, en tout cas en termes d'affichage. Et le fait de jouer en ordre dispersé comme ça, ça renforce le sentiment à Bordeaux que l'aéroport de Poitiers, finalement, n'a pas forcément de stratégie et de stratégie communément affichée par les élus. Donc voilà, il ne faut pas se plaindre que cet aéroport-là soit d'une certaine manière délaissé et que la région n'entre pas au capital s'il n'y a pas derrière une vraie stratégie qui est développée. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Arnaud. Ça a permis de mettre ça en évidence, que les élus ne se sont pas intéressés à ce sujet. Alors Bruno Belin, effectivement, ces dernières années, était très moteur dans le dossier. Alain Claes l'a rejoint là sur le tard. Bruno Belin était curieusement plus discret ces dernières semaines, mais ça aura quand même mis en lumière l'absence criante des représentants du territoire, de la Vienne en particulier, dans l'exécutif régional. C'est le seul département, c'est le seul département de la grande région, il y en a 12, où il n'y a pas de vice-président dans l'exécutif. Et au-delà de la dimension politique, il y a le choix aussi d'un prestataire en 2013, qui s'appelle Vinci Airports, qui avait fixé l'objectif de 170 000 passagers à l'horizon 2019. On était l'année dernière à 108 000 passagers. Il n'y aura pas de nouvelle liaison en 2018, donc on est dans une forme de statu quo. Voilà, c'est ça aussi que Poitiers paie. Maurice Bontin, qu'à Angoulême, l'aéroport, lui, il n'y a plus de vols commerciaux. Il y a un vol commercial, je crois, par an vers le sud de l'Europe. Comment on voit ça? Là, pour le coup, non plus, il n'y aura pas d'aide de la région pour Angoulême. On a un problème un peu inverse, notamment des élus qui... là, c'est l'inverse. Alain Rousset a envie de mettre plus de billes, c'est lui qui le dit, dans le pôle image d'Angoulême, qui s'appelle Magélis, qui est géré, piloté par le département. Comme la région a plus de compétences économiques, a la compétence économique, il dit « je veux bien mettre plus d'argent, mais à la condition que je pilote ». Et là, les élus du département et de Grand Angoulême et de la ville d'Angoulême sont un peu plus réticents à accepter que Alain Rousset prenne un peu plus de poids sur l'une des plus belles réussites ces dernières années à Angoulême. D'autant que le député d'Angoulême, il met aussi son grain de sel. Oui, il est sur la ligne avec Alain Rousset. Il a... il est... Thomas Meignier. Thomas Meignier, qui est un jeune député, sorti d'une réunion à la préfecture. Il a publié un communiqué pour dénoncer l'immobilisme des élus locaux. Inutile de dire que la réaction des 10 élus locaux n'a pas tardé et que depuis, il y a une vraie tension entre le jeune député En Marche et les élus locaux, alors que le jeune député En Marche est sur la même ligne que le socialiste Alain Rousset. On revient 2 secondes sur l'aéroport de Poitiers. L'argument selon lequel Poitiers profiterait de la LGV, c'est assez curieux quand même comme argument, non, de la part d'Alain Rousset, en tout cas de la région de Nouvelle-Aquitaine. Alain Rousset dit Poitiers, vous êtes à 2 heures de Roissy. C'est quand même Bordeaux qui est le plus profité de la LGV que Poitiers. Puis ce qu'Olivier Chartier de l'opposition a fait valoir en séance, c'est que ça fait 25 ans qu'il y a le TGV à Poitiers, que c'est pas nouveau, que ça n'a pas empêché l'aéroport de se développer. Et il est certain que le ferroviaire et l'aérien sont vraiment des modes de transport complémentaires. Et qu'on ne vient pas forcément d'Europe du Nord jusqu'à Roissy pour prendre le TGV ensuite et venir à Poitiers. Soit on vient à Poitiers directement, c'est le modèle du low cost. On a parlé d'Alain Claes, il a appelé plusieurs fois Alain Rousset pour le convaincre de financer l'aéroport de Poitiers. Alors au final, il a été décidé que la région réviserait sa position en janvier 2019. C'est une victoire ou une défaite finalement du lobbyiste Alain Claes? On verra si c'est une victoire ou une défaite en janvier 2019. Pour le moment, c'est un peu tôt pour dire.
D'ailleurs, tiens, en parlant d'Alain Claes, il est représenté à la région par Anne Gérard, son adjointe à la mairie de Poitiers. Mais est-ce que le fait est que les Picto-Charentais, on l'a dit, il manque cruellement de représentants de l'exécutif régional. Est-ce qu'on va traîner, et pendant combien de temps encore on va traîner l'affaire des comptes Poitou-Charentes et de l'affaire Macaire? Alors moi, je dirais la Vienne, parce qu'en Charente, il y a Françoise Coutan. Dans les Deux-Sèvres, il y a Nathalie Lanzy. En Charente-Maritime, il y a Gérard Blanchard, donc qui est vice-président de l'enseignement hein. supérieur. Dans la Vienne, il n'y a personne. Il y a des conseillers régionaux de la majorité qu'on entend peu. Et d'ailleurs, c'est assez symptomatique. Il y a un groupe de travail qui a été mis en place lundi matin au Conseil régional pour trouver un consensus sur les aéroports. Dans ce groupe de travail, il y avait ni Olivier Chartier pour les Républicains, ni Véronique Ablin, élu de la Vienne pour l'UDI, et pas d'élus socialistes de la majorité, en sachant que les écologistes, eux, sont contre l'aéroport. Donc il n'y avait personne pour défendre l'aéroport de Poitiers. Alors si, il y avait le maire d'Agen qui était là, il y avait le premier adjoint de Limoges, qui était censé défendre aussi l'aéroport de Poitiers, mais disons que ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que ce faisant, le président de la région n'a pas donné quand même quelques gages à ses alliés d'Europe Écologie Les Verts, alors que ceux-ci semblent un petit peu enclins à vouloir quitter la majorité? Moi, je me demande si le coût de l'aéroport, c'est pas une manière de leur dire allez, restez avec nous. Enfin, dans ce cas-là, il ne met pas 25% dans le financement de l'aéroport de La Rochelle. Certes. Enfin, 2 sur 3. Pas 3 sur 3. Où est-ce qu'on en est de la suite de l'affaire judiciaire des comptes de Poitou-Charentes? On a l'impression que ça va bientôt se toucher à sa fin, que ça va passer par part des profits. Alors, il reste 2 plaintes en cours, c'est celle des Républicains. Celles de l'UTI ont été classées sans suite, Classées mais sans les suite, Républicains eux-mêmes se moquaient un peu de leurs camarades centristes en disant qu'ils avaient fait preuve d'amateurisme en déposant ces plaintes. Les Républicains, eux, ont pris un avocat qui a l'air d'avoir monté un dossier solide. On verra, ils ont aussi saisi le parquet national financier, ce qui n'avait pas été fait. Ce que je voudrais rappeler quand même, c'est que cet été, même au printemps, le syndicat des juridictions financières qui représente les magistrats des chambres des comptes a publié un livre blanc dans lequel il disait que les élus étaient intouchables pour toutes les fautes de gestion. Donc s'ils piquent dans la caisse, je schématise, oui, on peut les poursuivre au pénal. Pour les fautes de gestion, et c'est de fautes de gestion dont on parle, il n'y a pas vraiment d'espace judiciaire pour ça. Un dernier mot sur cette séance plénière avec le groupe Front National qui s'est fait remarquer en refusant qu'un lycée en Andernost soit baptisé du nom de Simone Veil. Une réaction? C'est le Front National tel qu'en lui-même, ou en tout cas... C'est les fondamentaux, j'ai lu ça dans la NR, retour aux fondamentaux pour le Front National, quoi. C'est vrai que, moi je l'ai vécu, moi qui suis les séances du Conseil régional depuis le départ. Depuis le départ de Florian Philippot, c'était la première séance. Et il se trouve qu'ils se sont lâchés sur tous les sujets. C'était terrorisme, islamisme pour tous les dossiers, et c'était instrumentaliser ce qui devait être un rapport pour officialiser la dénomination. C'était pas on s'interroge sur le nom à donner, c'était on donne le nom de Simone Veil. Ils ont déposé un amendement pour dire non, on veut pas Simone Veil, on veut un autre nom. C'était pas le choix, c'était vraiment une opposition. Je ne sais pas ce que ça nous réserve pour l'avenir, mais on sent qu'ils sont solidement ancrés sur les fondamentaux d'extrême droite. Arnaud Varane. C'est aussi une manière de se positionner dans cette espèce de grand débat à l'intérieur du Front National. Il faut montrer les muscles, il faut affirmer ses positions, et ces élus-là saisissent n'importe quelle occasion. Les séances du Conseil régional sont une excellente tribune pour ça. Maurice Bontinck. Ils ont aussi, le Front National, un vrai problème avec Simone Veil. Nous, on l'a vu en Charente de façon ça, historiquement, oui. spectaculaire et scandaleuse au moment du décès de Simone Veil, où une des figures du FN à Cognac a posté sur Facebook un condoléance avec une photo d'un fœtus le lendemain du décès de Simone Veil. Allez, on passe à un sujet environnemental dont on parle beaucoup, à savoir l'utilisation du glyphosate dans les cultures. Une carte des départements effectuée par l'association écologiste Robin des Bois et publiée dans l'ANR cette semaine est assez parlante. La Vienne, la Charente et la Charente-Maritime font partie des 8 départements français qui utilisent le plus ce pesticide, clairement dangereux pour la santé, avec chacun plus de 200 tonnes de glyphosate vendues chaque année entre 2011 et 2013. Arnaud Devel, pourquoi une telle utilisation en Charente-Maritime, tiens, par exemple, 249 tonnes annuelles? Je pense que ça tient au caractère de producteurs céréaliers, essentiellement, de notre département. 280 tonnes chez nous en Charente-Maritime. Que voulez-vous? Ce sont des pratiques qui durent depuis des années. On sait qu'on peut en sortir, on sait qu'il y a des alternatives. Est-ce qu'il y a des retours justement sur le terrain? Vous qui êtes journaliste de terrain, est-ce que vous voyez des élus locaux qui n'avaient pas le même... La même politique jusqu'à présent, dire aujourd'hui, oui, peut-être qu'il va falloir quand même qu'on revienne à d'autres choses plus environnementales, on va dire plus écolo. Moi, c'est plus le public que j'entends sur le dossier. Je crois qu'un sondage est sorti ce vendredi annonçant que 80% des Français étaient pour l'interdiction du glyphosate. Il sera peut-être temps que l'Europe écoute les Français aussi, qui viennent de s'opposer d'ailleurs à la licence de 5 ans qui était proposée par la Commission européenne. Absolument. On a entendu mercredi à l'Assemblée nationale Delphine Batho demander aux députés et aux citoyens de soutenir Nicolas Hulot face aux pressions de certaines firmes.
Donc elle connaît bien ces pressions. Est-ce que là aussi vous avez des retours comme quoi des élus ont des pressions de la part de firmes agroalimentaires ? Non, des pressions. Nous, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, les jeunes agriculteurs et la FNSEA, à chaque fois qu'ils le peuvent, défendent le glyphosate et défendent ce modèle agricole dans la mesure où ils constatent qu'il n'y a pas d'alternative pour eux à court terme. Voilà. Donc, ils ne jettent pas les bases finalement d'un avenir sans glyphosate. Donc, c'est un petit peu la petite musique qu'on entend sur le terrain aujourd'hui. Je pense que les élus, compte tenu de la pression, populaire, ne peuvent pas aller à l'encontre des décisions que le gouvernement prendra. Benoît Biteau, qui est élu et paysan à la région, en Charente-Maritime, explique qu'il y a des alternatives au glyphosate, mais qu'il faut des investissements assez importants. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc des choix politiques. Et donc des choix politiques. On va parler des premiers mois d'activité des députés picto-charentais, mais avant cela, on s'arrête sur une situation dont on ne parle pas souvent, à savoir le blues, voire la dépression d'anciens députés battus aux dernières élections et qui ne savent plus quoi faire de leur journée. Ça a été le cas de Véronique Massonneau, ancienne députée de la Vienne, battue après avoir refusé de se présenter sous l'étiquette En Marche. Regardez. C'était le 19 juin 2012. Véronique Massonneau découvrait l'Assemblée nationale et touchait pour la première fois son écharpe de députée. Ça, c'est le symbole. 5 ans, 6 mois et une défaite plus tard, l'écharpe est toujours dans sa boîte, mais Véronique Massonneau n'est plus députée. Une situation difficile à vivre. Je pensais que j'avais les armes pour le supporter parce que je viens d'une famille où on a une éducation, on est normalement très équilibré. Votre vie, normalement, vous avez une vie professionnelle, une vie familiale, une vie amicale. Et là, j'avais tout un pan, la vie professionnelle qui s'arrêtait. Enfin, professionnelle, on peut le dire, c'était vraiment une fonction à 100%, à plein temps. Et oui, j'ai eu beaucoup de mal. Les larmes d'abord, quelques jours, et puis de la colère. J'ai été très en colère longtemps. En colère contre moi d'abord, de ne pas avoir gagné. En colère un peu contre les électeurs, c'est comme ça, je dis toujours ce que je ressens. Aujourd'hui, Véronique Massonneau redécouvre à 58 ans la joie d'être grand-mère, un rôle qu'elle a dû délaisser pendant 5 ans. 5 ans d'une vie parlementaire intense, loin, très loin du rythme actuel. C'est très dur en fait, c'est la rupture dans l'activité. Vous êtes très actif pendant 5 ans, tard le soir, souvent le week-end, et tout d'un coup, vous ne savez plus quoi faire parce que vous n'avez plus rien à faire. Donc évidemment, je me suis rapprochée de ma famille beaucoup, m'occuper de mes petits-enfants et les amis aussi, mais ça ne suffit pas, l'inactivité est pesante. Alors, que reste-t-il de ces 5 ans à l'Assemblée? Des bons souvenirs bien sûr, mais aussi d'autres plus insolites mais très marquants. Une jolie poule. C'est mon suppléant Pierre Lantier qui a beaucoup d'humour et qui, au moment de la poule à l'Assemblée nationale, a voulu dédramatiser en m'offrant cette jolie poule en peluche. Oh, ça suffit là. Mais qui c'est qui s'est fait Écoutez, ça franchement, arrêtez quoi. Je suis pas une poule, hein. C'est bon. Il y a des comportements La durée incroyables, moyenne de cotisation. C'est pour ne pas oublier qu'il y avait des femmes à l'Assemblée nationale et que nous tenions notre place. Depuis quelques jours, le moral est revenu. L'ancienne députée ne désespère pas de retrouver un travail tout en s'impliquant de nouveau dans l'action associative. Quant à la politique, il est encore trop tôt pour en parler. La plaie n'est pas encore complètement refermée. Un retour sur le plateau de Dimanche en politique. Alors, il n'y a que 2 cas de députés en Poitou-Charentes ayant été battus aux dernières législatives. Véronique Massonneau et Martine Pinville en Charente. Martine Pinville qui est toutefois conseillère régionale. Pas la même chose. Mais elle a, elle aussi, vécu très difficilement cette défaite. En tout cas, pendant l'été, là, elle dit reprendre plaisir à laisser du temps au temps, à faire des activités un peu différentes avec sa famille, etc. Mais elle ne cache pas qu'elle est au conseil régional pour l'instant, sans savoir encore vraiment vers quelle mission se tourner, de quelle manière elle veut s'investir. Alors, on parlera peut-être des municipales tout à l'heure, mais ça reste très hypothétique aussi pour le moment. Place aux vainqueurs de ces législatives. Beaucoup d'entre eux sont issus de La République En Marche, avec des parcours très différents ces 4 derniers mois. Dans la Vienne, par exemple, il y a l'ultra présent Sacha Houlié, et puis des grands discrets comme Jean-Michel Clément. Jean-Michel Clément, depuis juin dernier, c'est aucune intervention dans l'hémicycle, ni en commission, aucun amendement signé, ni question écrite, et seulement 2 présences en commission, ce à quoi l'ancien député socialiste répond « De toute manière, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à siéger dans cette majorité ».
pléthorique où on nous impose un devoir de silence. Arnaud Varane, on en reste quoi quand même, non ? Oui, alors c'est une intervention qu'il a faite il y a quelques semaines déjà. Je crois que ça va un petit peu mieux aussi pour Jean-Michel Clément, comme ça va un petit peu mieux pour Véronique Massonneau, dans la mesure où il a maintenant, entre guillemets, un os à ronger avec le foncier agricole. C'est une mission sur laquelle il veut s'investir. Il est sur une circonscription qui est très rurale et il a l'air effectivement d'avoir digéré la déception de la nomination à la commission des finances. À la commission des finances, parce que la commission des lois, parce qu'ils fondaient beaucoup d'espoir là-dessus. Oui, on a bien senti au départ qu'il boudait, pour dire les choses simplement. Tout le monde, enfin lui, se voyait président de la commission des lois, un autre élu aussi, et puis il a été victime de cette vague dégagiste. Tous les jeunes députés En Marche ont propulsé une jeune élue d'Île-de-France à la tête de cette commission des lois, et lui, qui avait pourtant l'expérience et toutes les compétences, il l'a très mal pris. Voilà, il l'a très mal vécu, forcément. Arnaud Develde à Rochefort, je ne sais pas ici, mais les nouvelles de la députée Frédérique Tufnel sont rares. Vous en avez ? J'en ai parce qu'elle était notre invitée sur Demoiselles FM il y a quelques jours. Elle va bien, merci. Elle continue de travailler au sein de la commission du développement durable, Absolument. Notamment sur les questions particulièrement importantes en ce moment du logement, par exemple. Et donc, elle va avoir à répondre des questions du logement social qui vont se poser de manière accrue là, ces prochains jours. Elle a fait une intervention sur l'obligation de vaccination aussi. Oui, elle a aussi posé une question au gouvernement, en séance publique, à l'Assemblée nationale. Non, elle travaille, la députée. Alors, on commence à voir un peu partout des manœuvres stratégiques en vue des municipales de 2020, enfin 2020, peut-être logiquement 2021 d'ailleurs, de la part des macronistes. C'est le cas à Poitiers, à Cognac aussi, je crois, à Angoulême. À Cognac, c'est encore très flou parce que la nouvelle députée Sandra Marceau cherche peut-être encore un petit peu sa place. On sait que le maire sortant, Michel Gourinchas, ne se représentera pas. On dit que si Emmanuel Macron veut repousser les élections municipales d'1 an, c'est pour que ses troupes aient un peu plus d'enracinement sur le territoire. À Angoulême, Thomas Mesnier, donc le député, ne le cache pas, qu'il est en train il dit, ce serait mentir si je vous disais qu'on ne s'occupe pas des municipales. Et donc, il faudrait peut-être un petit peu plus de temps que les 3 ans à venir pour commencer à créer des talents, comme aime bien dire Emmanuel Macron. C'est à double tranchant cette histoire, parce qu'on sait très bien que les élections intermédiaires sont souvent mauvaises pour le pouvoir en place. 3 ans après, 3-4 ans après, généralement, c'est surtout 1 an avant. Si c'est en 2021, ce serait 1 an avant l'élection présidentielle. Donc, ça aurait valeur quasiment de référendum pour ou contre Emmanuel Macron, pour ou contre En Marche, même au niveau local, surtout que les 3 élections seraient regroupées, c'est-à-dire départementales également. Sans doute aussi qu'en repoussant d'1 an, il espère que sa politique aura eu le temps de porter ses fruits et qu'à ce moment-là, le bilan sera plutôt bon et que ça lui sera favorable. Donc c'est un président perpétuellement optimiste parce qu'il ne voit pas ce qui s'est passé dans le passé, où à chaque fois, quand même, les élections intermédiaires sont mauvaises. Il faut reconnaître que depuis quelques mois, la conjoncture est plutôt favorable et qu'on peut imaginer que si la croissance reste ce qu'elle est, la situation sera meilleure en 2021 qu'elle l'est aujourd'hui. Donc légitimement, il peut se dire que ce ne sera pas la catastrophe. Il fait le pari des résultats sans faire le pari de l'indicateur ultime qui est celui du chômage. Il l'a dit l'autre jour sur une chaîne concurrente mais néanmoins amie. Je n'érigerai pas en totem le chiffre du chômage. En revanche, comme le dit Baptiste, la conjoncture est plutôt favorable. Il y a une forme de vent d'optimisme qui souffle dans le pays. Et donc je considère que l'élection intermédiaire, elle n'est pas forcément défavorable à mon mouvement. Encore faut-il avoir des éléments dans les comités locaux de La République En Marche pour trouver qui sera à la bonne place dans un conseil municipal. Ça compte quand même aussi, ça, l'ancrage local, la représentativité associative. Oui, pas sûr que la simple étiquette En Marche, ce coup-ci, ne suffise pour pouvoir être élu. Pas, oui. Non, mais ils font aussi ce travail-là. Je vois dans la Vienne, à Châtellerault, ce travail-là est engagé. C'est Véronique Lecordier, la suppléante du député, qui l'a engagé. À Poitiers aussi, Philippe Chadéron, qui est le responsable départemental de La République En Marche, est à la manœuvre. Il rencontre beaucoup de gens, y compris dans la majorité du maire socialiste sortant. Je pense qu'ils seront prêts en 2021. Et dans l'opposition également, puisqu'il compte de membres de l'opposition qui sont En Marche. Il faut savoir aussi ce que feront les maires sortants. Je pense à Angoulême, Xavier Bonnefond, qui est assez proche d'Édouard Philippe, qui est... oui, savoir comment va se passer aussi chez LR, comment LR va progresser plus vers la droite. On a plutôt l'impression que ça va être comme ça que vers le centre. Et pareil pour les partis socialistes, s'il y a encore un parti socialiste d'ici là. Arnaud Develde, vous vouliez rapidement nous alerter sur une polémique qui enfle à Saintes, où le maire Jean-Philippe Machon souhaite faire des arènes gallo-romaines un lieu de spectacle. Jusque-là, tout va bien, mais avec du gradinage de 5000 places, et ça ne plaît pas à tout le monde. Et ça, c'est le problème.
puisque ce gradinage, alors on pense à des exemples célèbres, il y a celui de Grand notamment, ce gradinage, il aurait, malheureusement, il pourrait dénaturer le site et même l'endommager. C'est ce que disent les amoureux du patrimoine de Saintes qui ont sorti sur Internet une pétition. En 48 heures, 6500 signatures. C'est énorme. Résultat, il y a une contre-pétition. Réplique d'une contre-pétition qui a recueilli, elle, quelques dizaines de signatures. La question posée, c'est est-ce qu'on doit dépenser autant d'argent sur un projet, certes, très intéressant, parce que on peut imaginer effectivement que les arènes accueillent des spectacles de grande qualité, de prestige, ce serait très bien, à condition qu'on traite l'environnement, qu'on gère le parking, etc. Donc, affaire à suivre. Mais encore faut-il qu'il y ait unanimité là-dessus dans la ville. Pour l'instant, c'est pas le cas. Allez, il nous reste moins de 2 minutes pour parler de Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin qui a fait ses adieux officiels au monde politique ces dernières semaines. Qu'est-ce qu'il va rester, Baptiste Bis, de son action politique? Alors, Jean-Pierre Raffarin aime rappeler que... Alors, il le dit avec... pour taquiner Ségolène Royal, il dit qu'est-ce qu'il reste de Ségolène Royal en Poitou-Charentes? Est-ce qu'il reste un bâtiment avec une plaque qui dit non, il dit Ségolène Royal, c'est passé, il n'en reste rien. Lui, il estime qu'il restera le centre pénitentiaire de Vivonne, le RICM à Poitiers, j'en oublie, le CNED, la centrale de Civaux, à laquelle il a aussi participé. Il dit Center Parks, Robuchon peut-être. Il espère qu'il restera de Jean-Pierre Raffarin d'abord des réalisations concrètes dans la Vienne. Arnaud Varane. Oui, il considère que même retiré de la vie politique, il peut continuer à agir sur la vie économique et il va continuer à être l'ambassadeur de la Vienne à l'étranger, notamment en Chine. Maurice Bontin, qu'est-ce que la dimension picto-charentaise de Jean-Pierre Raffarin est toujours présente en Angoulême, en Charente ou sur les réalisations en Charente, on le sent moins comme ça. Oui. Je pense que Ségolène Royal reste quand même plus présente, en bien ou en mal, mais elle a beaucoup marqué. Il faut reconnaître que pour Jean-Pierre Raffarin, il y a cette bonhomie et puis il y a ces petites phrases qui resteront surtout, quoi. Les raffarinades. On lui souhaite une bonne retraite dans sa maison de Châtelaillon. Et oui, c'est vrai. Ben voilà, c'est... Oui. C'est le seul, ce qui restera de Jean-Pierre Raffarin en Charente-Maritime, c'est ce que tu es en train de nous dire, Arnaud. En sachant que lui, il ne va pas faire du tricot comme Véronique Massonneau. Hein. Il a lancé une fondation, il est en Corée, il est au Canada, il est en Chine. Je pense qu'il ne sera pas tous les week-ends à Châtelaillon non plus. Ouais, la paix dans le monde, il y a du boulot. Oui. Ben voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Pour voir ou revoir ce Club de la Presse, rendez-vous sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux. La semaine prochaine, c'est Florian Loiseau qui reprendra le flambeau. Il aura face à lui Didier Quentin, député Les Républicains de Charente-Maritime. Pour leur place au journal de la mi-journée, présenté par Clément Massé. Excellente journée à toutes et à tous.